De retour sur le plateau de TV Finance, soyez les bienvenus et je vous conseille d'ouvrir bien grand vos yeux et vos oreilles. Attention à ce qui suit, puisque la personne que nous recevons aujourd'hui va vous expliquer une stratégie peu onéreuse, innovante et performante pour gérer votre portefeuille. Édouard Petit, bonjour. Bonjour Loïc, ravi d'être là. Vous êtes consultant en stratégie digitale et auteur de 2 ouvrages que je montre ici, intitulés d'abord Épargnant 3.0 et puis Créer et piloter un portefeuille d'ETF. Voilà, et puis justement vous allez nous parler de cette gestion passive et des ETF. Alors le mieux je pense c'est qu'on commence par une petite définition simple. Qu'est-ce que la gestion passive? Que sont les ETF? La gestion passive, c'est de suivre le marché. Voilà. Donc, et les ETF, ce sont des produits, ça s'appelle Exchange Traded Funds ou trackers, qui sont cotés en bourse, sont des fonds cotés en bourse, c'est la définition officielle. Et en général, ils suivent un indice. Donc de manière, on pourrait dire un peu bête, si dans le CAC 40, il y a 6% de LVMH, le tracker, l'ETF, va acheter 6% de LVMH. Et comme c'est pas très malin, ça coûte pas très cher. Mais comme c'est pas très cher, eh ben, ça performe très bien. Ben oui. Voilà. Alors, c'est une méthode qui s'appuie sur les travaux du prix Nobel 2013, qui s'appelle Eugène Fama. Alors, qu'est-ce qu'il a observé, lui, exactement? Alors, en fait, je m'inspire de beaucoup de travaux de différents prix Nobel qui existent depuis, enfin, qui ont des prix Nobel depuis longtemps, Sharpe, Markowitz, etc., dont Fama. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que les actions sur le long terme ont une excellente performance. Déjà, c'est un point important, la meilleure performance de l'ensemble des actifs qui existent probablement. La deuxième chose, c'est que le marché, c'est la résultante de la moyenne de l'ensemble des gérants. Voilà. Donc c'est le résultat de l'intelligence collective de l'ensemble des gérants. Et comme vous le savez, une intelligence individuelle a beaucoup de mal à dépasser une intelligence collective, de manière générale. Et là, c'est plutôt William Sharpe qui l'a dit, c'est l'arithmétique de la gestion active, c'est de dire que la moyenne des fonds actifs, donc la plupart du temps vous allez trouver dans votre banque, ils vont faire le marché qui est la moyenne des fonds, moins les frais. Les frais moyens d'une gestion active en France, c'est 2% par an. Si les actions font 8% sur le long terme, en moyenne, les fonds actifs vont faire 6%. Comme les ETF coûtent moins de 0,2%, ça va faire moins 0,2%. Donc battre 80% de la gestion active. Voilà le résultat. Oui, mais c'est ça effectivement que vous dites, c'est qu'en fait investir dans des actions est plus performant en fait sur le très long terme que même investir dans l'immobilier, dans l'or ou même dans des obligations. Alors oui, ça paraît contre-intuitif. Pourquoi? À mon avis, c'est que les actions, en général, on étudie ça sur le court terme. On regarde sur le CAC 40 sur un an et on dit tiens, ça fait 3-4%. On oublie de compter les dividendes. Bon, voilà. L'immobilier, c'est l'extrême inverse. On regarde sur 30 ans, 20 ans, et dit voilà, ça a été multiplié par 3. Mais en fait, en intérêt composé, c'est extrêmement faible. On oublie de retirer les frais à l'entrée et les frais de gestion, d'amélioration, etc. Il y a 30 ans, il n'y avait pas les frigos, il y avait les toilettes sur le palier à certains endroits, etc. Si on compte tout ça, effectivement, en fait, l'écart, il est extrêmement élevé. Donc si on regarde les différentes classes d'actifs, l'immobilier, ça fait... Alors si on ne compte pas les loyers, à peu près 0 à 1% par an dans le monde entier. Même les bureaux à Manhattan, ça fait 0 à 1% depuis 1900. Voilà. Les obligations, ça fait entre 1 et 3% net d'inflation à chaque fois. Voilà. Parce qu'il y a quand même des années où ça fait moins 40 ou moins 50% les obligations au sortir de la guerre. L'or, il a été prouvé par certains auteurs que un légionnaire avait le même salaire en or, donc un légionnaire romain, que un militaire dans l'armée américaine aujourd'hui. Donc l'or garde, c'est naturel, ça garde exactement le pouvoir d'achat sur des millénaires. Alors ça peut faire des hauts et des bas, mais ça fait 0% intrinsèquement. Les actions, ça dépend comment on compte, mais ça fait 5-6% net d'inflation sur le très long terme. Voilà ce qu'on peut dire, net d'inflation. Mais brut d'inflation, ça fait beaucoup plus. Voilà. Alors concrètement, je suis un investisseur particulier. Comment je m'y prends dans cette gestion passive? Je commence par quoi? La première chose quand même, c'est la gestion du risque. Parce que voilà, on parle de performance, mais les actions, ça peut perdre 50% en une année. On ne peut pas mettre tout son argent en actions, même si c'est très performant. Donc c'est de se poser la question de quel pourcentage je mets en actions et quel pourcentage je mets dans les autres actifs, type obligations ou fonds euros, qui sont plus sûrs à court terme. Pas nécessairement à long terme, mais à court terme, moins volatiles, dirait-on. Donc voilà, alors aux États-Unis, il y a une règle, on dit
En fonction de son âge, on peut mettre 110 moins son âge pour 100 en action. Voilà. Donc si on a 40 ans, 110 moins 40, 70% en action. Mais il ne faut pas passer de 0%, enfin de 0% avec tout son argent sur le livret A à 70% en 3 mois. Il faut y aller très progressivement. Ouais. Parce que l'autre chose, c'est pas que l'âge qui compte, ou sur combien de temps on va investir, c'est sa capacité à encaisser le risque. Donc voilà, avec 70% en action, ça veut dire qu'on peut perdre 40% de son patrimoine en un an. C'est pas facile à vivre. Ouais, donc il faut, voilà, prudence. Comment on sélectionne un ETF? C'est quoi le critère de discernement? Alors, le premier critère, en fait, c'est l'indice qui suit. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas la même chose d'acheter des small caps chinoises ou un indice mondial de grande cap ou américain. Voilà, c'est la chose la plus importante. Parce que tous les ETF, à peu de choses près, sont bons et se ressemblent. Voilà. Ouais, autant les fonds actifs, ils sont assez dissemblables, donc c'est un risque et c'est un pari d'investir sur un fonds actif. Entre deux ETF, c'est beaucoup moins important. Il y a des différences, mais ça se joue à moins. Et il y a quand même une chose, il faut regarder les frais quand même, s'assurer que si c'est pour avoir un ETF qui coûte aussi cher qu'un fonds actif, bon, il faut quand même éviter, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, viser en tout cas moins de 0,5% par an, ça c'est quand même assez facile, hein, pour la plupart c'est le cas. Et la deuxième chose, s'assurer qu'ils ne soient pas trop petits, je dirais 50 à 100 millions d'encours minimum. Le risque, c'est que les petits ETF ferment en fait, parce qu'ils ne sont pas rentables pour les émetteurs d'ETF. C'est pas très grave, on perd pas son argent, mais il faut se remettre dedans, rechercher un ETF, machin, fiscalement, c'est peut-être pas optimal. Voilà, donc pas trop cher, 0,5% et les 100 millions d'encours minimum. À partir de là, voilà. Alors, ce que vous conseillez également, c'est plutôt d'investir dans l'assurance vie et le PEA. Alors, le PEA surtout, en tout cas pour les ETF, parce que c'est l'enveloppe fiscale où il y a le moins de fiscalité, hein, 17,2% et pas d'impôt, quand on investit sur le long terme, et les frais sont très peu élevés. L'assurance vie a été excellente historiquement, elle est un peu moins bonne depuis l'année dernière, et il y a des frais quand même supérieurs. Donc pour mettre des actions, des ETF actions, c'est un peu moins bon, je dirais, sauf si on a des enjeux patrimoniaux de succession. En revanche, il y a quand même les fonds en euros, et quand on choisit une bonne assurance vie, ça reste quand même vraiment bien. On trouve sur Internet, entre autres, c'est quand même des fonds euros qui font entre 2,5 et 3% par an pour quelque chose qui est quand même pas très risqué. Donc, voilà, c'est quand même mieux que le livret A, à mon sens. Voilà. Ce que vous dites également, c'est qu'il vaut mieux diversifier son épargne et puis aussi investir à l'international. Voilà, alors c'est, je pense, contre-intuitif pour la plupart des gens qui se disent ce qui est proche de moi, c'est ce qui est sûr. Oui. Voilà. Dans la littérature académique américaine, c'est ce qu'on appelle le home country bias. Mais quand on regarde les chiffres, déjà, en fait, non. Alors, on prend le CAC 40, c'est 40 entreprises. Un indice mondial classique où on trouve des ETF où on peut investir en 3 clics, c'est 1600 entreprises. Donc on se dit la moyenne de 40 ou la moyenne de 1600 investis internationalement, il y en a un qui est moins risqué par nature. Par nature. Si on regarde le résultat de ça, alors pour ceux qui aiment les maths, la volatilité, elle est 25% d'un indice mondial, elle est 25% inférieure à celle du CAC 40. C'est quand même pas rien. Ouais. Donc voilà. Si on regarde les événements extrêmes, alors ça marche pas à tous les coups. Si on prend l'exemple de 2008, tout a perdu. Hein, voilà, toutes les bourses mondiales ont fait moins 40, moins 50%. Diversifié mondialement ou pas, ça n'a pas changé. Ça a changé à quelques pourcentages près, mais entre 40 et 43%, ça ne change rien. Mais si on prend 2011, la crise européenne, aux États-Unis, il ne s'est rien passé, donc le monde a été beaucoup moins risqué. Donc si on regarde sur le long terme, investir mondialement dilue beaucoup les risques, et sans réduire la performance. Alors ce que vous dites également, et ce qui peut paraître assez fou à nos téléspectateurs, c'est que la gestion passive, c'est 1 minute par mois. Ouais. C'est complètement dingue, c'est pas possible. Vous avez un truc que nous n'avons pas. C'est la gestion passive poussée à l'extrême. On peut toujours chercher à optimiser, mais c'est déjà ça marche bien, et c'est ce que j'explique dans le premier livre. Si on prend les actions, donc il y a des ETF qui investissent, comme je disais tout à l'heure, en quelques clics dans le monde entier. Ouais. Bon, 1600 entreprises. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'action qui va surperformer, donc il faut les acheter toutes. Mais on ne sait pas non plus quel mois ça va surperformer. On ne sait pas si le mois prochain ça va baisser soit monter. Donc il faut acheter tout le temps, tous les mois. Ça ne sert à rien de se poser des questions quand on croit à la gestion passive, quand on a été convaincu par ça. Donc on achète l'indice le plus large,
le plus souvent possible, tous les mois, tous les trimestres. Franchement, passer un ordre sur un ETF, c'est comme sur une valeur classique. C'est quelques clics, ça se fait en 1 minute par mois. Et puis, on investit le reste sur un fonds euro. Et là, ça peut même être fait par virement automatique, etc. Donc franchement, 1 minute par mois, c'est à la fois du marketing, mais c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai aussi. Eh bien, merci beaucoup, Édouard Petit, d'être venu nous parler de la gestion passive et des ETF. Et je rappelle que vous êtes consultant en stratégie digitale.